Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara échange avec plusieurs personnalités à la présidence de la République. Il s'est entretenu notamment avec ses homologues ghanéens et zimbabwéens ainsi qu'avec la vice-présidente libérienne. Le renforcement de la coopération avec ces différents pays a été évoqué. Les États-Unis entretiennent également d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé ce jeudi la signature d'un mémorandum d'accord d'un montant de 500 millions de dollars, environ 300 milliards de francs CFA. L'accord signé devrait renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. 5 696 candidats admis au concours de la fonction publique session 2021 vont regagner leur poste après une formation de 3 mois sur l'éthique et la déontologie. Outillés, ils sont aptes à intégrer le monde du travail. Le ministre de tutelle, Anne-Désiré Ouloto, leur a remis des attestations de fin de formation. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été convoqué ce jeudi devant le doyen des juges d'instruction. L'opposant est visé par une plainte pour viol déposée début 2021 par une employée d'un salon de massage. Soyez les bienvenus sur RTI1, heureuse de vous retrouver. On commence tout de suite par les échanges à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont évoqué des projets importants, entre autres le renforcement de la coopération dans le secteur du cacao pour une revalorisation du prix d'achat aux producteurs. L'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer devant relier certaines villes de la sous-région étaient au menu. Jérôme Kofi Abolin. À Abidjan, en vue de sa participation au Forum africain sur l'investissement, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été reçu ce mercredi en fin de soirée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a eu pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de rappeler l'attachement du président ghanéen à la Côte d'Ivoire, tout en indiquant que Nana Akufo-Addo est toujours chez lui ici. Je dois dire que le président Nana Akufo-Addo est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et surtout, je dois rappeler tout ce qu'il a fait pour notre pays pendant la crise post-électorale 2010, quand il était ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et depuis qu'il est aux affaires au Ghana, nous avons une forte coopération avec tous les nombreux projets, dont le cacao, le chemin de fer et ainsi de suite. C'est un grand honneur, un immense plaisir de le recevoir. Le président du Ghana a pour sa part indiqué être heureux de trouver l'occasion de se rendre une fois de plus sur le sol ivoirien. Il a en outre salué l'opportunité qui s'offre à lui et à son homologue ivoirien de parler d'un certain nombre de perspectives conformément aux relations exemplaires entre leurs deux pays. C'est une visite très courte. On a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial, de voir exactement où on est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective commune entre nous qui fait que les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très, très importantes qui nous lient. Pour le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, est toujours un plaisir renouvelé. Et le président ghanéen d'indiquer que c'est le signe que les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana restent très forts et solides. Et toujours au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est également entretenu avec son homologue zimbabwéen et avec la vice-présidente du Libéria. Toutes ces personnalités sont à Abidjan dans le cadre du Forum de l'investissement en Afrique. On retrouve Jérôme Kofi Abolin. C'est en début d'après-midi, ce jeudi, que le président du Zimbabwe est arrivé au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il y est reçu par le président de la République, Alassane Ouattara.
Au centre des échanges, les sujets d'intérêt commun ainsi que ceux dans le cadre des relations bilatérales. C'est en marge du forum sur l'investissement en Afrique, prévu les 2, 3 et 4 novembre 2022 à Abidjan, que les deux chefs d'État se rencontrent. J'ai le grand honneur de recevoir le président du Zimbabwe, un pays que nous connaissons bien. Le président donc est venu pour le forum sur l'investissement en Afrique. C'est un plaisir de le revoir. Il nous a déjà rendu visite il y a quelques années à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Et nous avons fait un tour d'horizon sur la situation de nos deux pays également, du continent et au plan international. We are here for the Africa Investment. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire dans le cadre du forum économique et nous avons profité de cette occasion pour échanger sur nos relations bilatérales. Et il faut dire que je suis très impressionné du développement que la Côte d'Ivoire a connu. Depuis mon passage une première fois, j'ai vu que vraiment le pays fait un progrès exponentiel. Et il faut dire aussi que j'ai apprécié la qualité du chocolat ivoirien. Comme il a fait avec le président du Zimbabwe, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a également échangé avec la vice-présidente du Libéria, elle aussi présente à Abidjan pour prendre part au Forum africain sur l'investissement. C'est bien certain que le président Alassane Ouattara et son hôte ont saisi l'occasion pour évoquer non seulement les relations entre les deux pays, mais aussi les questions sous-régionales, continentales et pourquoi pas internationales. Et le président de la commission de l'UEMOA est aussi dans la capitale économique ivoirienne. Abdoulaye Diop a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont parlé, entre autres, du fonctionnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Jérôme Kofi Abolin. Abdoulaye Diop, reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la commission de l'UEMOA a affirmé être venu rencontrer le chef de l'État ivoirien pour avoir des conseils et des orientations sur le fonctionnement de l'institution. Cette audience a été l'occasion de passer en revue un certain nombre de dossiers, un certain nombre de points, notamment sur le fonctionnement de l'Union, le fonctionnement de la commission. Et nous avons largement discuté des questions d'ordre institutionnel. Et bien sûr, cette audience, cette séance de travail a permis d'obtenir, en tout cas d'avoir des orientations et des perspectives, en tout cas qui nous permettront dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, de trouver les meilleures solutions à, disons, à toutes ces questions d'ordre institutionnel, hein, et permettre à l'Union de continuer sa marche en avant. En quittant le palais présidentiel, le président de la commission de l'UEMOA s'est dit rassuré quant à la disponibilité du président de la République, Alassane Ouattara, pour faire avancer le chantier de l'intégration. Et les États-Unis entretiennent également d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Kachi a présidé justement aujourd'hui la signature d'un mémorandum d'accord d'un montant de 500 millions de dollars, environ 300 milliards de francs CFA. L'accord signé devrait renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Rita Jo Lewis, présidente de la Banque Export-Import des États-Unis, était ce jeudi à la primature. Au cœur des échanges, la signature d'un mémorandum d'accord d'un montant de 300 milliards de francs CFA à travers la Banque Export-Import Eximbank. Objectif, booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Madame la présidente de la Banque Export-Import des États-Unis est ravie d'être ici en Côte d'Ivoire. Elle vient de procéder à la signature avec Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances d'un mémorandum d'accord entre la Banque Export-Import des États-Unis et la Côte d'Ivoire, en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et cette signature, tout comme la visite de Madame la présidente de la Banque, exprime une fois de plus l'importance que les États-Unis accordent à la relation bilatérale d'ordre stratégique avec la Côte d'Ivoire. Ce mémorandum
porte sur la création de possibilités de financement à hauteur de 500 millions de dollars américains. L'occasion pour le chef du gouvernement de saluer l'excellence de la coopération bilatérale, en deçà toutefois des potentiels exprimés. Le mémorandum devrait permettre de faciliter les investissements des entreprises américaines en Côte d'Ivoire sur une durée de 2 ans et demi, en les soutenant sur des projets clés dans les secteurs prioritaires de l'énergie, du transport, de la santé, de la sécurité, de l'éducation et de l'agriculture. Patrick Achi a pour finir assuré de la participation active du pays au sommet des leaders africains initié par le président américain en décembre prochain à Washington. Là, je vous invite à présent dans les locaux de l'Institut national de formation professionnelle agricole qui a fait peau neuve, vous allez vous en rendre compte. Et cet institut vient d'effectuer sa rentrée académique. Les atouts de l'établissement ont été présentés au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable et au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Kobena Kwasi Adjoumani et Kofi Nguessan ont réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de notre pays une puissance agricole. Didier Nguessan. Un laboratoire de microbiochimie tout équipé. Un autre dédié à la microbiologie avec autant d'outils facilitant la recherche et un atelier de transformation. Financé en 2018 par l'Union européenne, ils permettent d'implémenter à petite échelle les résultats de travaux scientifiques avant leur probable vulgarisation. Nous sommes à l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, un établissement public dédié à former le personnel hautement qualifié du secteur agricole. Une formation professionnelle performante au service d'un développement durable, d'une agriculture résiliente. Tout a changé, nos méthodes doivent changer et nos apprenants également doivent s'adapter aux nouvelles conditions de l'agriculture. Former des ressources humaines capables d'assurer les productions agricoles, animales et halieutiques suffisantes pour la consommation locale. De quoi assurer des emplois et réaffirmer la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. L'école de la deuxième chance ne va pas vous concerner. Vous, c'est l'école de la première chance, puisque vous avez de bons niveaux et vous allez avoir l'insertion professionnelle du coup après la formation. Vous devez être fiers d'être à la base de ce que nous consommons. Les réformes qui ont été engagées dans le cadre donc de l'INFPA sont de nature à avoir des étudiants bien formés, des étudiants qui ont certes de la connaissance, mais qui savent pratiquer. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a également inauguré le restaurant de l'Institut. Ils étaient 5696 candidats admis au concours de la fonction publique pour la session 2021. Et bien avant de regagner leurs postes respectifs, ces nouveaux fonctionnaires ont suivi une formation de 3 mois sur l'éthique et la déontologie. Outillés désormais, ils sont aptes à intégrer le monde du travail. Leur ministre de tutelle, Anne-Désirée Ouloto, leur a remis des attestations de fin de formation. Grâce Kando. Plus de 5000 nouveaux fonctionnaires, toutes catégories confondues, reçoivent leur attestation de fin de formation. Ils sont issus des concours administratifs de la session 2021. Pendant 3 mois, ils ont été formés entre autres en technique de rédaction administrative, à la déontologie de la fonction publique et sur le savoir-vivre. Ce furent des moments d'apprentissage, d'approfondissement des connaissances, mais également des moments de discipline et de rigueur. En somme, des moments pour se préparer à servir l'administration publique de Côte d'Ivoire. L'objectif de la formation est de permettre aux nouveaux fonctionnaires d'acquérir les principes de base du fonctionnement des services publics. Cette cérémonie de remise des attestations de formation se veut avant tout un moment de partage et de communion avec vos nouvelles recrues. Prêts avec vous, prêts pour vous, pour élever les défis de la transformation qualitative de notre administration publique. Une administration efficace et performante au service des usagers, c'est le vœu de la ministre Anne Ouloto qui appelle ses nouveaux fonctionnaires au travail. Vous devez garder à l'esprit à chaque instant que votre entrée en administration ne doit pas être vécue ou même entendue comme une fin, comme l'apogée de votre vie. Ce n'est que le début du commencement. L'aventure qui s'ouvre à vous devra consacrer en chacun de vous
l'esprit du sacerdoce, c'est-à-dire du don de soi au service du bien de la collectivité. Oui, vous êtes désormais au service de la République, c'est-à-dire que vous devez agir dans le seul intérêt général. Après l'étape de la formation, place aux affectations. Elles seront disponibles dans les prochaines semaines selon les responsables de la fonction publique. Voilà, et la Côte d'Ivoire travaille, s'attelle à développer le secteur de l'économie numérique. Dans un peu plus d'un an, la Côte d'Ivoire, notre pays, sera dotée d'un nouveau centre de données. C'est un atout pour le vaste programme de digitalisation et de numérisation des données publiques. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, vient de lancer les travaux de construction de ce data center au Vitib de Grand Bassam, village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. Walter Amadou Ouattara. C'est sur ce site de plus d'1 hectare, situé au sein du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib à Grand Bassam, que sera bâti le 5e data center de la Côte d'Ivoire. Des piliers de développement du numérique intègrent donc les centres de données, qui sont un élément essentiel donc, de développement du numérique. Donc notre présence ici, c'est participer donc, à ce développement et pouvoir apporter aux populations, aux entreprises, donc une solution nouvelle, moderne, sécurisée pour pouvoir héberger et stocker leurs données sur le territoire ivoirien. Nous évaluons le coût global du projet autour de 20 millions de dollars. Le président directeur général du groupe Ratio, promoteur du projet, présente les opportunités du premier centre de données neutres Tier 3. Il garantit la disponibilité du service à quasiment 100% du temps et l'accessibilité à tous les opérateurs. Un centre de données représente vraiment un hub de connectivité, de sécurité pour l'infrastructure digitale du pays. Ça permet que le secteur privé et public puisse avoir les équipements critiques, donc des conditions optimales, et permettre le développement de l'économie digitale du pays et de sa part réduire les coûts, augmenter les possibilités d'emploi. L'avènement d'un tel outil est perçu par le gouvernement comme un atout pour sa politique de digitalisation et de numérisation des données publiques. Nous avons un vaste programme de numérisation de toutes nos archives. Il faut bien que tout cela soit stocké quelque part afin de pouvoir en faciliter la consultation à un moment donné quand on en a besoin ou bien éditer autant que l'on veut donc des copies de ces données-là. Quand vous regardez comment le digital se développe aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, nous avons besoin d'infrastructures de ce genre. C'est une vision stratégique du groupe qui correspond à la vision donc, de développement de l'économie numérique donc, du pays. À la pose de la première pierre de ce futur centre de données, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, a souhaité que les travaux durent 10 mois au lieu des 13 initialement prévus. Et en marge de toutes ces activités, la lutte contre les constructions anarchiques se poursuit. La plateforme collaborative de contrôle des constructions a procédé à la démolition d'un bâtiment de type R+1 à Abata. Et selon l'instance en charge de l'ordre urbain, ce bâtiment érigé sans permis de construire a été démoli conformément aux dispositions prévues par la réglementation. L'enseigne Bakayoko. Situé dans le lotissement dénommé Abata Adjiré, dans la commune de Cocody, ce bâtiment a été érigé sans permis de construire. Malgré les injonctions des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le maître d'ouvrage a poursuivi les travaux. Cette démolition est donc l'aboutissement de la procédure mise en branle pour faire respecter les règles de construction en milieu urbain. Procédure qui a par ailleurs été signifiée au procureur de la République. Par ces actions, la plateforme collaborative de contrôle des constructions, née de la volonté d'assainir le cadre bâti, marque sa fermeté et surtout la tolérance zéro vis-à-vis des constructions anarchiques et des effondrements d'immeubles.
Voilà, la Côte d'Ivoire aussi dit tolérance zéro pour tout ce qui est fraude dans notre pays. La haute autorité pour la bonne gouvernance révèle les conclusions d'une enquête de flagrance effectuée par ses officiers de police judiciaire aujourd'hui, et c'était lors d'un point presse. L'enquête est relative à une fausse déclaration douanière. La valeur des marchandises saisies est estimée à plus de 8 milliards de francs CFA. Le présumé propriétaire des véhicules interceptés a été déféré au parquet du pôle pénal économique. On retrouve l'enseignant Bakayoko. Le 4 octobre 2022, aux environs de 23 heures, les enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont intercepté 2 camions en provenance de la frontière est de la Côte d'Ivoire pour vérifier son contenu à la suite d'informations reçues faisant état d'un cas de fausse déclaration douanière. C'est le secrétaire général de cette institution de lutte contre la corruption qui a fait cette annonce lors d'un point presse jeudi. À l'issue des constatations effectuées par les OPJ de la HABG, il en ressort que contrairement à la déclaration douanière mentionnant des mèches, des sandales et de la friperie, les 2 camions interceptés transportaient en réalité une quantité importante d'appareils de téléphone mobile et d'appareils informatiques dont la valeur marchande est estimée à plus de 8 milliards de nos francs CFA. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a aussitôt tiré les conséquences de cette fausse déclaration douanière. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris à titre conservatoire une décision ordonnant le gel et la saisie des marchandises et documents concernés par l'enquête ouverte. Le présumé propriétaire des véhicules interceptés, s'étant présenté dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour proposer une somme d'argent aux officiers de police judiciaire gendarmes en vue de suspendre l'enquête en cours, a été aussitôt interpellé pour délit de corruption. À la suite de son audition, il a été déféré au parquet du pôle pénal économique et financier. Rappelons que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Un reportage réalisé pour vous par Dangui. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation vient de lancer le colloque scientifique sur les crises sécuritaires en Afrique. Et notez que ce colloque se tiendra du 14 au 17 novembre prochain à l'université Pelé-Forongon et Koulibaly de Korogo. Les crises sécuritaires en Afrique, diagnostic, défis et stratégies pour un développement durable. C'est le thème qui sera développé lors de ce colloque. Frédéric Olaï, Didier Nguessan nous explique dans les détails. Instabilité énergétique, crise sanitaire et économique, conflits armés, terrorisme et crise alimentaire. Autant de menaces sécuritaires auxquelles fait face le monde. Le Fonds pour la science, la sécurité, la technologie et l'innovation FONSTI mènera la réflexion pour un développement durable du 14 au 17 novembre prochain. Le continent africain est confronté à des crises sécuritaires multiformes et récurrentes qui entravent son développement. C'est donc pourquoi nous avons décidé de rassembler des intellectuels d'Afrique, d'Europe et des États-Unis pour réfléchir ensemble sur les causes de ces crises sécuritaires qui impactent négativement le développement de notre continent. C'est l'occasion de mener des réflexions en vue de garantir une sécurité propice à un développement durable. Pour l'université Pelé-Forongon Koulibaly, la question de la sécurité est transversale, voire centrale, à toutes les missions, quel que soit le domaine d'activité. De ce point de vue, le débat sur les crises sécuritaires, plus que nécessaire, est existentiel. Il est donc de notre devoir de le porter. Relever les défis majeurs de sécurité dans les zones du Sahel en proie aux menaces des bandes armées. Cet axe, dont les crises sécuritaires et défense des États, crise sanitaire et protection sociale, la sécurité alimentaire et environnementale seront mises en évidence dans la recherche de solutions.
Les experts et les acteurs de la mobilité du bétail sont en conclave dans la ville historique de Grand-Bassam. Venus des pays sahéliens et côtiers, ils partagent leurs expériences et connaissances portant sur les bonnes pratiques. Le bilan de la campagne de transhumance et les perspectives sont aussi au menu, nous rapporte Dangui Dangui. Transhumance nationale ou transfrontalière entre pays côtiers et sahéliens. De nombreux facteurs, notamment le changement climatique et l'insécurité, menacent cette pratique multiséculaire selon les experts. Des experts et acteurs de cette filière réunis à Grand-Bassam dans le cadre d'une rencontre régionale sur la problématique de la transhumance. Si vous regardez les populations qui vivent de la transhumance, sont importantes dans le Sahel. Et si vous voyez aussi sur le plan de l'intégration, c'est une activité qui facilite l'intégration entre les pays. Donc il y a un grand intérêt. Que gagne la Côte d'Ivoire avec cette pratique multiséculaire qu'est la transhumance? Aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que la Côte d'Ivoire est déficitaire en matière de protéines bovines. Nous n'avons pas suffisamment d'animaux pour desservir nos différents marchés. Donc, sur ce point de vue-là, il est important pour nous que les pays sahéliens nous apportent les animaux qui vont finalement desservir nos différents marchés et finalement se retrouver dans l'assiette du consommateur final. Avant d'ouvrir officiellement les travaux, le ministre des Ressources animales et halieutiques a promis de donner un écho favorable aux recommandations de cette rencontre. Les défis à relever, et vous l'avez dit, demeurent encore importants. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ces assises permettront à la Côte d'Ivoire de renforcer l'efficacité des dispositifs institutionnels de gestion de la mobilité du bétail en vue d'une cohabitation paisible entre agriculteurs, éleveurs ainsi que les populations. Durant 3 jours, les experts et les acteurs de la filière vont partager informations et bonnes pratiques en matière de transhumance. Cette rencontre régionale permettra également de faire le point sur le bilan de la campagne de transhumance 2022-2023 et de dégager les perspectives pour la prochaine campagne. Voilà, la lutte contre le coronavirus se renforce dans notre pays. Voyons les chiffres du jour. Ce jeudi 3 novembre, la Côte d'Ivoire compte 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 445 échantillons prélevés, soit 7,9% de cas positifs, 7 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 3 novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 822 cas confirmés, dont 86 953 personnes guéries, 828 décès au total et 41 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner. Continuons de respecter les gestes barrières. Je vous conduis dans la région du Béret qui veut témoigner sa reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement au profit des populations. Les cadres s'attellent justement aux préparatifs. Une réunion vient de se tenir à Abidjan. Logoreti, Aboussanogo. Bientôt, la région du Béret, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, va rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elle veut lui témoigner sa reconnaissance et sa gratitude pour les multiples actions de développement en sa faveur. Pour l'occasion, les cadres entendent mettre le bouchée double. Les rencontres préparatoires entre ressortissants de la région du Béret ont déjà démarré. Rendre hommage au président de la République, c'est reconnaître les nombreux bienfaits qu'il a fait pour nous, et de façon objective comme de façon subjective. Il en a fait et beaucoup. Et nous sommes tenus, si nous croyons en Dieu, si nous croyons au travail bien fait, si nous voulons être des modèles, rendre hommage au président de la République. Un appel pressant à l'ensemble de nos parents, paysans, cotonculteurs, tout ce que vous savez, de se tenir prêts pour cette fête populaire. Les différentes commissions sont ainsi lancées. La cérémonie prévue pour la première quinzaine du mois de décembre réjouit déjà les ressortissants de la région du Béret. Le président de la République a beaucoup fait pour la région du Béret. Nous allons donc le fêter. On va profiter donc de cette fête pour faire beaucoup de prières afin que Dieu lui accorde la santé, afin qu'il puisse réussir le développement au niveau de la nation. Cette journée d'hommage sera l'occasion pour les filles et fils du Béret de promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble, prônées par le chef de l'État, Alassane Ouattara.
Le sport est aussi au menu de ce 20. La Côte d'Ivoire, bien qu'absente au prochain mondial, jouera 2 rencontres amicales respectivement avec le Burundi et le Burkina Faso les 16 et 19 novembre prochains au Maroc. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des éléphants, a dévoilé ce matin même la liste de son commando fort de 24 joueurs. Et c'est une note triste, vous l'avez appris aussi, Charles Nokan, l'un des pionniers de la littérature ivoirienne, s'est éteint. Romancier, dramaturge, poète et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Professeur Charles Nokan est décédé le 1er novembre à Abidjan dans sa 85e année. La rédaction de RTI1 rend hommage à l'illustre disparu à travers les plumes de Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. A définitivement rangé sa plume. Il s'est éteint ce 1er novembre 2022 à Abidjan dans sa 85e année. Grand nom de la littérature ivoirienne, Charles Zego Agbessi Nokan ou encore Charles Nokan fut docteur en philosophie, en lettres et en sciences humaines des universités de Poitiers, Paris et Cocody. Originaire de Yamoussoukro, Charles Nokan aura beaucoup apporté à la littérature en Côte d'Ivoire, cela par la qualité de ses nombreuses œuvres. Violent était le vent, la mort venue de l'être humain guide sa vie. Les affres de l'existence, le matin sera rouge, la séparation. L'amour est un deuil rouge. La liste n'est pas exhaustive. Bien qu'étant retraité, il continuait d'enrichir sa bibliothèque. Romancier, dramaturge, poète, lauréat du Grand Prix Bernadadi en 2014, le décès de Charles Nokan, une autre grande perte pour la culture ivoirienne et pour l'Académie des sciences des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, dont il faisait partie. Adieu, l'artiste. Et la grande faucheuse n'a pas encore dit son dernier mot, puisque notre grande nous a quittés. Docteur André Déazon, enseignant-chercheur à la retraite, écrivain scientifique, n'est plus de ce monde. Il est décédé à Abidjan dans sa 69e année, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Docteur André Déazon, guide spirituel de la communauté des bouddhistes de Côte d'Ivoire, était membre du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a été reçue par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano. À l'issue des échanges, un accord cadre de coopération a été signé par les 2 personnalités. L'audience a eu lieu au siège du Conseil de l'Entente, ici à Cocody. Sidonie Davila. C'est un rendez-vous important tant pour le Conseil de l'Entente que pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Au-delà des échanges, Louise Mouchikiwabo et Marcel Amontano ont à cœur de renforcer leur collaboration marquée par une signature d'un accord cadre de coopération entre les 2 institutions. Notamment les échanges au niveau de l'analyse politique dans l'espace du Conseil de l'Entente qui est un espace francophone. Également dans le domaine culturel et puis dans le domaine de l'économie et du numérique. Nous allons essayer de faire en sorte que cet accord ne soit pas un accord sans suivi et sans effet. Nommé à la tête du Conseil de l'Entente depuis janvier de cette année, Marcel Amontano, le secrétaire exécutif, s'emploie à la redynamisation de son institution. Et on va terminer par le Sénégal, où Ousmane Sonko a été convoqué aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction. L'opposant est visé par une plainte pour viol déposée début 2021 par une employée d'un salon de massage. En vue de cette audition, un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale sénégalaise. Cette affaire judiciaire avait provoqué, vous vous souvenez, de violentes émeutes qui avaient fait au moins 13 morts dans le pays l'année dernière, au mois de mars. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur, demain à la même heure sur ce même plateau.